Les sourires dans les photos de famille montrent rarement les larmes versées, quand personne ne regarde. Dans cet album, mon frère et moi sourions sur chaque photo. Chaque seule photo. Bonjour, mes chers amis. Je suis Mamie Margarita. Parlant à vous à 68 ans. Directement depuis ma maison simple à Vannes, Morbihan, où le froid des montagnes me tient compagnie, avec mes souvenirs. Ceux qui me voient maintenant, avec mon tablier fleuri, mes ciseaux de coiffeuse à la retraite, et mes produits capillaires éparpillés dans la maison, n'imagineraient jamais ce que j'ai vécu petite fille. Avant de commencer cette histoire difficile, je veux vous remercier du fond du cœur pour regarder. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires de quelle partie de ce beau pays vous écoutez. Cela m'aide à me sentir moins seul avec ces souvenirs lourds. Je suis né en 1957 dans une petite ville en Côte d'Armor, Lannion, une de celles avec une place centrale, une église principale, et des rues qui ressemblaient à des labyrinthes de terre. Notre maison était près du lac, une simple maison en briques, que mon père, Antoine Charpentier, avait construite de ses propres mains. Nous étions 4, mon père, Antoine, ma mère, Joséphine Leblanc, moi-même, et mon frère, Théo Leroux, 5 ans plus jeune que moi. Pour les étrangers, nous étions la famille parfaite. Mon père travaillait pour le département, ma mère enseignait à l'école élémentaire locale, et nous, les enfants, étions toujours propres, avec des cheveux peignés, et des vêtements repassés. Au service du dimanche, nous étions cette famille, que les gens montraient du doigt, disant « Regardez, quel exemple ». Mais à l'intérieur des murs de notre maison, l'histoire était très différente. Dès mon jeune âge, je sentais le poids des yeux de mon frère dans mon dos. Ce n'était pas un regard d'admiration, ou d'affection fraternelle. C'était un regard chargé de quelque chose, que je ne comprenais que des années plus tard, une envie pure, distillée. Pourquoi Marguerite a-t-elle eu une meilleure note que moi? Maman, elle n'étudie même pas tant que ça. Se plaignait-il, même quand il avait de bonnes notes lui-même? Pourquoi le gâteau de Marguerite est-il plus joli? Tu l'as aidé, n'est-ce pas? Questionnait-il, quand nous faisions des activités ensemble. Pourquoi tout le monde ne parle que de Marguerite? Je peux chanter aussi, criait-il aux réunions familiales, quand les parents me demandaient de chanter une chanson. Au début, je pensais que c'était juste un comportement enfantin, qui passerait avec le temps. Mais à mesure que Théo grandissait, cette petite graine de ressentiment grandissait aussi, arrosée par la comparaison constante qu'il faisait lui-même entre nous. Mon père, Antoine, était un homme de peu de mots, le genre, dont le sourire dans la rue se transformait en un visage sévère dès que la porte se fermait derrière lui. Il y avait des bons jours, quand il rapportait des bonbons de la ville, et racontait des histoires après le dîner. Mais il y avait des mauvais jours, quand l'alcool parlait plus fort, et tout bruit d'enfant était une raison pour crier, et utiliser sa ceinture. Les filles ne peuvent pas être plus intelligentes que les garçons, ce n'est pas naturel, disait-il. Quand je montrais mon bulletin rempli de bonnes notes, tu finiras vieille fille, si tu continues à montrer tout ce savoir. Ma mère, Joséphine, vivait divisée. D'un côté, elle était fière de moi, de mes réussites à l'école, de comment j'aidais à la maison. De l'autre, elle essayait de ne pas provoquer la colère de son mari, ou l'envie de son fils. C'était comme si elle marchait sur des œufs. Laisse Théo gagner cette fois, ma chérie, murmurait-elle avant les jeux. Ton père n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Mieux vaut ne pas attirer l'attention sur toi, avertissait-elle à d'autres moments. J'ai grandi en apprenant à me diminuer pour éviter les problèmes. Quand je gagnais un prix à l'école, je le cachais. Quand j'apprenais quelque chose de nouveau, je le gardais pour moi. C'était plus sûr d'être invisible, d'être moins. Mais cela ne suffisait pas pour Théo. Plus j'essayais de me cacher, plus il semblait me détester, comme si mon existence même était une offense personnelle. Tu as toujours été la préférée, n'est-ce pas, parfaite Marguerite, la petite fleur de maman et de papa, crachait-il les mots. Quand nous étions seuls, un jour, ils verront qui tu es vraiment. Je ne comprenais pas, je n'avais rien fait pour mériter cette haine. Au contraire, j'essayais de lui plaire de toutes les manières. Je lui laissais mes jouets. Je cédais ma place devant la télévision. Je partageais mes bonbons. Reunited. Les choses empiraient quand j'atteignais 12 ans. Et Théo en avait 7. C'est alors que je remarquais que mon père commençait à boire davantage, rentrant plus tard, criant pour n'importe quelle raison.
Les disputes avec ma mère, auparavant rares, devenaient routinières. Tu penses que je ne sais pas où tu étais, Antoine? Toute la ville en parle, criait ma mère. Tais-toi, femme, si tu étais une vraie épouse, je n'aurais pas besoin de chercher dans les rues ce que je n'ai pas à la maison, rétorquait-il. Les nuits comme celle-ci, j'enlaçais Théo dans le lit, que nous partagions, essayant de le protéger des cris, des slate, du bruit des choses, qui se cassaient. Dans ces rares moments, il se laissait consoler, petit, et effrayé dans mes bras. Mais le lendemain matin, la haine revenait en force, comme s'il me blâmait aussi pour les disputes de nos parents. C'était lors d'une de ces nuits orageuses, pas de pluie, mais de cris, et de violence, que tout s'effondrait complètement. Mon père rentrait plus ivre que d'habitude, ma mère, fatiguée de tant souffrir, le confrontait. Soit tu changes, Antoine, soit je pars, et je prends les enfants, menaçait-elle. Je n'oublierai jamais le son de sa main contre son visage, le bruit sourd de son corps tombant, le cri d'horreur qui s'échappait de ma gorge. Quand je voyais du sang couler du coin de la bouche de ma mère, cette nuit-là, nous dormions chez ma grand-mère maternelle. Le lendemain matin, ma mère décidait que nous ne rentrions pas à la maison. Elle emballait nos vêtements dans 2 vieilles valises et annonçait que nous déménagions à Lorient, où sa sœur avait une maison plus grande et pouvait nous accueillir. C'est alors que venait le deuxième coup. Théo refusait de partir. Je veux rester avec papa, disait-il, s'accrochant à la jambe de mon père. Qui, sobre, et plein de remords, comme il l'était toujours après ses crises d'alcool, promettait le monde. Et plus encore, Fils, viens avec maman, ce sera mieux pour nous tous là, bas, suppliait ma mère. Non, laisse Marguerite partir, je reste avec papa, cria-t-il, des larmes coulant sur son petit visage. Mon père, voyant une opportunité de blesser encore plus ma mère, s'accrochait à cela. Le garçon veut rester avec moi. Joséphine, est-il le faire? Si tu veux partir avec la fille, c'est ton problème. C'est ainsi que notre famille se brisait en deux. Ma mère et moi partions pour l'Orient. Mon père et mon frère restaient dans la petite ville, où tout avait commencé. L'adieu était rapide et douloureux. Théo ne me regardait même pas quand je montais dans le bus. Mon père donnait juste un hochement sec de la tête, et nous partions, 2 femmes blessées, pour recommencer ailleurs. Les premiers mois à Lorient étaient difficiles, mais en quelque sorte plus légers. Ma tante, Constance Mercier, nous accueillait à bras ouverts dans sa maison dans le quartier Kérentrèche. C'était une maison simple, mais plus grande que la nôtre, avec une cour pleine de plantes, et un petit poulailler, qui me charmait immédiatement. Ma mère obtenait un emploi dans la même école, où ma tante travaillait, et j'y étais inscrite aussi. Pour la première fois, je n'avais pas à m'inquiéter de cacher mes bonnes notes, ou de laisser quelqu'un gagner exprès. Je pouvais simplement être moi-même. Tu es une fille si intelligente, Margaret, disait ma nouvelle enseignante. Mademoiselle Elisa Poirier, tu as un bel avenir devant toi. Et je le croyais. Pour la première fois, je croyais vraiment que je pouvais être quelqu'un, faire quelque chose d'important dans la vie. Progressivement, les nouvelles de mon père et de Théo devenaient plus rares. Un appel à Noël, un message apporté par quelqu'un qui passait par notre ville natale. Nous apprenions que mon père avait trouvé une nouvelle petite amie, que Théo allait bien à l'école, que la vie continuait. Je manquais à mon frère. Malgré tout, je gardais des choses à lui raconter quand nous nous reverrions, sur le marché de l'Orient, qui m'avait laissé bouche bée la première fois, sur la chèvre que ma tante élevait dans sa cour arrière, sur les nouveaux amis que j'avais faits à l'école. J'espérais qu'avec la distance, cette haine se serait dissipée. 3 ans passés ainsi, dans une routine paisible d'école, de tâches ménagères et de petites joies. J'avais maintenant 15 ans, devenant une jeune fille. Comme disait ma tante, je commençais à m'intéresser aux cheveux, au maquillage, aux garçons dans la rue, des choses normales pour mon âge. C'est alors que nous recevions une nouvelle, qui changerait tout à nouveau. Mon père était tombé malade, quelque chose avec son foie, conséquence d'années de forte consommation d'alcool. Il était alité, ayant besoin de soins. Nous devons aller le voir, ma chérie, disait ma mère, son visage tordu par un mélange de préoccupation et de ressentiment. Malgré tout, c'est ton père, et Tenzi. Un dimanche, nous prenions le bus pour retourner dans notre ville natale. Mon estomac noué d'anxiété.
mes mains moites de nervosité. Je ne savais pas comment ce serait de revoir mon père, après si longtemps. Et surtout, je ne savais pas comment ce serait de revoir Théo, maintenant, âgé de 10 ans. Au sommet de l'enfance, ce que je n'imaginais pas, c'est que ce voyage, ce déjeuner de retrouvailles familiales, serait le début de mon véritable cauchemar. Un cauchemar qu'aucune fille de 15 ans ne devrait jamais vivre. Certaines blessures sont si profondes que, même après 50 ans, elles brûlent encore, comme si elles avaient été faites hier. Ce qui s'est passé ce dimanche est une de ces blessures que je porte dans mon âme. Le bus nous déposait à la petite gare routière de ma ville natale. L'odeur familière de la terre sèche et des cornouillers en fleurs me frappait comme une gifle. C'était comme si le temps n'avait pas passé là, bas, les mêmes maisons blanchies à la chaux, la même place centrale avec le kiosque écaillé, le même ciel bleu sans nuages de Lannion. Nous allions directement à la maison de ma grand-mère paternelle, où mon père vivait depuis qu'il était tombé malade. Théo était avec lui. Bien sûr, mon cœur battait si fort dans ma poitrine, que je pensais qu'il briserait mes côtes. Comment serait-ce de revoir mon petit frère après 3 ans? Me détesterait-il encore avec la même intensité? Ou le temps et la distance auraient-ils adouci cette rancune enfantine? La maison de ma grand-mère, Dolores Vignon, était dans la partie haute de la ville, une vieille construction avec des murs épais et des fenêtres bleues. Quand nous arrivions, ma grand-mère nous accueillait à la porte, plus vieillie que dans mon souvenir, son visage marqué par des rides profondes, qui racontaient des histoires d'inquiétude récentes. Joséphine, Marguerite, c'est bien que vous soyez venue, disait-elle, nous serrant dans ses bras sans beaucoup d'enthousiasme. Antoine est dans le salon, allongé sur le canapé. Le médecin a dit qu'il ne devrait pas rester trop poli pendant la journée. C'est mauvais pour ses poumons. Oda. Nous entrions dans le salon frais et sombre, les rideaux en dentelle filtrant la forte lumière du matin. Et il était là, mon père, allongé sur un canapé couvert de drap blanc. Il était méconnaissable. L'homme fort et intimidant de mon enfance s'était transformé en un squelette jauni, ses yeux enfoncés dans des cernes violets, sa barbe non rasée, accentuant encore plus la maigreur de son visage. Vous êtes vraiment venu, disait-il, d'une voix faible, qui ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais gardée de lui. Ma mère s'approchait en premier, prudente, comme quelqu'un s'approchant d'un chien inconnu. Nous sommes venus dès que nous avons su. Antoine, comment te sens-tu? Comme un homme qui a bu toute sa vie et qui en paye maintenant le prix, répondait-il, avec un sourire amer. Marguerite, viens ici. Laisse-moi te voir correctement. Tu es devenue une jeune fille. Je m'approchais, mon cœur battant toujours. De près, l'odeur de la maladie était plus forte, un mélange de médicaments et de sueur ancienne qui me donnait la nausée. Toujours, je me penchais, quand il tendait la main pour toucher mon visage. Ses doigts étaient froids et tremblants. Tu es Yoali, comme ta mère, murmurait-il. Théo sera heureux de te voir. Alza. Il avait à peine prononcé ces mots que nous entendions la porte arrière claquer. Des pas rapides traversaient la cuisine, et puis il apparaissait dans le salon. Mon frère, seulement il n'était plus le petit garçon que j'avais laissé derrière. Il était plus grand, bien sûr, mais il y avait autre chose, quelque chose dans ses yeux, qui me faisait frissonner instantanément. Maman, Marguerite, il s'arrêtait à la porte, tenant une mangue à moitié mangée, le jus coulant sur ses doigts. Théo, mon fils, ma mère ouvrait les bras, des larmes dans les yeux. Il venait à nous en premier, serrant ma mère fort, puis s'arrêtant devant moi. J'hésitais, ne sachant pas si je devais l'enlacer ou non. Il résolvait cela pour moi, me donnant une étreinte rapide. Raid, sans émotion. Tu es différente, disait-il, m'analysant de la tête aux pieds. Toi aussi, répondais-je, mal à l'aise avec la manière dont il me regardait, comme s'il m'évaluait. Ma grand-mère annonçait qu'elle allait préparer le déjeuner, que nous devions nous mettre à l'aise. Ma mère offrait son aide, et les deux allaient à la cuisine, nous laissant dans le salon avec mon père et mon frère. Le silence qui suivait était étouffant. Mon père fermait les yeux, semblant épuisé juste de nous avoir reçus. Théo continuait à me fixer de cette manière étrange, jusqu'à ce où il parlait enfin. Viens voir ma collection de voitures. Elle est beaucoup grande depuis que tu es parti. Je le suivais dans le couloir jusqu'à la chambre, qui avait été celle de mon père dans l'enfance.
et appartenait maintenant à Théo. C'était une petite pièce avec une fenêtre donnant sur la cour arrière. Le lit étroit était couvert d'un couvre-lit en patchwork, et sur les étagères, des dizaines de voitures en métal étaient parfaitement alignées. Elles sont jolies, commentai-je, sincèrement impressionné par la collection. Tu en prends bien soin. Papa m'en donne une chaque fois que nous allons dans la grande ville, disait-il, une fierté évidente dans sa voix. Il dit que je suis le fils qui est resté, que je mérite des cadeaux. Oh. La pique était claire, mais je décidai de l'ignorer. Je n'étais pas venu de si loin pour me battre. Racontez-moi, comment va l'école? Tes amis? Essayai-je de faire la conversation. Il haussait les épaules, prenant une des voitures, et faisant tourner ses roues avec son doigt. Normal. Je suis le meilleur de la classe maintenant. Il levait les yeux vers moi. Papa dit que tu as pris toute l'intelligence de la famille quand tu es parti. Mais il avait tort. J'essayais quelques autres conversations, toutes reçues avec la même froideur. Après un moment, je renonçais, et suggérais de retourner au salon. C'est alors qu'il me saisissait par le bras, ses doigts serrant avec une force surprenante pour un garçon de 10 ans. Pourquoi es-tu revenu? Nous allions bien sans toi. L'hostilité dans sa voix me faisait peur. Nous sommes venus voir papa. Théo. Il est malade. Il était malade de vous manquer tout ce temps. Et vous n'êtes jamais venu. Maintenant qu'il est mourant. Vous montrez. Pourquoi? Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à un enfant de 10 ans les complexités d'un mariage raté, d'une séparation douloureuse? Comment dire que nous avions peur de ce que mon père pourrait faire si nous apparaissions avant? Je suis désolé, était tout ce que je parvenais à dire. Désolé d'être parti. Quelque chose passait sur son visage, une ombre, un tremblement. Pendant un instant, je pensais voir le petit garçon que j'avais laissé derrière, vulnérable, et effrayé. Mais ça passait vite, remplacé par le masque d'hostilité. Trop tard pour les excuses, répondait-il. Mais raconte. Retournons avant qu'il nous manque. Ouah. Le déjeuner était servi à la grande table de la salle à manger, couverte d'une nappe au crochet, que ma grand-mère n'utilisait que pour les occasions spéciales. Mon père était aidé à la table, soutenu par l'épaule de Théo, qui semblait fier de ce rôle de soignant. Nous mangions en silence, brisés seulement par des conversations superficielles sur le temps, sur des connaissances de la ville, sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Après le déjeuner, ma mère et ma grand-mère allaient laver la vaisselle. Mon père disait qu'il avait besoin de s'allonger un peu, que la nourriture l'avait rendu somnole. Théo offrait de l'aider jusqu'à la chambre, et les deux quittaient la pièce, me laissant seul avec mes pensées. Je me levais pour regarder les photos sur le mur. De vieilles photos de famille, que je reconnaissais à peine. Dans l'une, mes parents jeunes et souriants tenaient un bébé, moi, nouvellement né. Dans une autre, mon père en uniforme d'une équipe de football. Fear et Ford, c'était étrange de voir ces images de bonheur, sachant comment l'histoire avait continué. J'étais tellement absorbé par les photographies, que je n'entendais pas les pas derrière moi. Quand une main touchait mon épaule, je sursautais. « Calme-toi, c'est moi », disait mon père, qui ne semblait pas aussi fragile que quelques minutes auparavant. Je pensais que tu allais m'aider à m'allonger. Théo est parti chercher mes médicaments à la pharmacie. Je voulais un peu de temps seul avec toi. Quelque chose dans sa voix m'alertait. Ce n'était pas le ton d'un père qui voulait parler avec sa fille. C'était quelque chose de plus prédateur. Maman et grand-mère sont dans la cuisine. Je peux les appeler pour aider, suggérai-je, faisant un pas en arrière. Pas besoin de les déranger, disait-il, avançant d'un pas, annulant la distance que j'avais créée. Tu es une jeune fille maintenant. Tu peux m'aider toute seule. Ce qui suivait est encore difficile à raconter. Même après tant d'années, sa main, qui aurait dû reposer sur mon épaule, descendante, touchant là où elle n'aurait pas dû, sa bouche murmurant des choses horribles à mon oreille, alors qu'il me poussait vers la chambre, l'odeur de la maladie mélangée à l'haleine de whisky, qu'il buvait en secret. Même malade. Arrête, papa, s'il te plaît, suppliai-je, essayant de me libérer, la panique grandissant en moi comme une vague géante. Tu ressembles tellement à ta mère, quand elle était jeune, continua-t-il, comme s'il ne m'avait pas entendu. Mais tu es plus jolie. Tu as toujours été ma préférée. Ah. Quand je parvenais à me dégager, et à courir vers la porte, elle s'ouvrait avant
Qu'ai-je la teigne? C'était Théo, revenant de la pharmacie. Marguerite, que se passait-il? Demandait-il, ses yeux allant de mon visage paniqué à notre père derrière moi. Rien. Fils, répondait mon père, avec une naturalité effrayante. Ta sœur m'aidait juste à m'allonger. Mais tu peux continuer d'ici. Je profitais de l'occasion pour m'échapper, passant rapidement à côté de Théo, mon cœur battant presque hors de ma bouche. Je courais à la salle de bain, au bout du couloir, verrouillais la porte, et m'effondrais sur le sol, tremblant de manière incontrôlable. Que s'était-il passé? Avais-je mal compris? Exagérais-je? Moisia savais. Au fond de mon âme. Que non. Les intentions de mon père étaient claires comme de l'eau. Je restais dans la salle de bain assez longtemps pour reprendre le contrôle, pour laver mon visage, pour me convaincre que je pouvais affronter le reste de cette journée. Quand je sortais, la maison semblait calme, ma mère et ma grand-mère étaient encore dans la cuisine. Je pouvais entendre leur voix étouffée. Je décidai d'aller là-bas, pour rester près d'elles, où je me sentirais en sécurité. Je passais par le salon, quand Théo apparaissait à nouveau, bloquant mon chemin. Nous devons parler, disait-il, son visage trop sérieux pour ses 10 ans. Pas maintenant. Théo, j'ai besoin de parler à maman. C'est à propos de papa, ce qu'il t'a fait. Sa voix était basse, presque on murmurait. Ce n'est pas la première fois. Je me figeais sur place. Que veux-tu dire? Il fait ça avec les filles du quartier. Promet des bonbons, des jouets. Certaines viennent ici, quand grand-mère n'est pas là. Je vois tout par la fente de la porte. L'horreur de ceux qu'il disait me frappait comme un coup de poing. Mon père, un prédateur d'enfants. Et Théo savait, observait. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à personne? Demandai-je, reconnaissant à peine ma propre voix. Il haussait les épaules. Un geste terriblement adulte. C'est mon papa. Et les filles reviennent toujours. Donc je suppose qu'elles s'en fichent. Raza. J'avais affaire à un enfant qui avait été corrompu, dont le sens du bien et du mal avait été complètement déformé. Une vague de pitié m'envahissait, avec une peur encore plus grande. Théo. C'est mal. Très mal, nous devons le dire à quelqu'un. C'est alors qu'il souriait, un sourire que je n'oublierai jamais. Yesais, que c'est mal, et je sais autre chose aussi. Quoi? Yesais, que papa m'a dit que tu nous avais abandonnés, parce que tu pensais que j'étais stupide et laide, que tu riais de moi dans mon dos, que tu priais chaque soir pour que je meure. Mon sang se glaçait. C'est un mensonge, Théo. Je n'ai jamais. Il ne me mentirait pas. Il est resté avec moi. Pointoé. Et maman est partie. Et avant que je puisse traiter ce qui se passait, il faisait un pas en avant et posait sa main sur ma poitrine, de la même manière que mon père l'avait fait quelques minutes auparavant. Et maintenant, je vais te montrer que je ne suis plus ce petit garçon faible, que j'ai beaucoup appris de papa ces années. Hein? Je ne décrirai pas en détail ceux qui suivaient. Certains souvenirs sont trop lourds pour être mis en mots. Je dirai seulement que, dans ce couloir sombre, mon propre frère, un enfant de 10 ans, essayait de me faire ce qu'il avait certainement vu notre père faire à d'autres filles. Le choc était si grand que j'étais paralysé, incapable de réagir. Ce n'est que lorsque j'entendais la voix de ma mère appeler mon nom, que je parvenais à m'éloigner, poussant Théo avec force. Que se passait-il ici? Demandait ma mère, apparaissant à la porte de la cuisine. Rien, maman, commençai-je. Ma voix vacillante. Marguerite me montrait comment embrasser, disait Théo, avec une naturalité effrayante. Elle a dit qu'elle allait m'apprendre des choses d'adulte. Le regard horrifié que ma mère me lançait quand elle se tournait vers moi, et quelque chose que je n'oublierai jamais. Le doute dans ses yeux, l'incertitude sur qui croire. Ce n'est pas vrai. Maman, ils mentent. Louis et papa, je ne pouvais pas finir. Comment expliquer l'inexplicable? Va à la cuisine, Théo, ordonnait ma mère. Sa voix tremblant, il obéissait, non sans m'avoir d'abord lancé un regard de triomphe, un regard qui disait clairement, tu vois, personne ne te croira. Oh! Quand nous étions seuls, ma mère saisissait mes bras, me regardant intensément. Que s'est-il vraiment passé, Marguerite? Et ne viens pas avec des mensonges. Quelque chose dans sa fermeté me donnait du courage. Je lui racontais tout, les mots venant en torrent. Ce que mon père avait essayé de faire,
ce que Théo avait dit sur d'autres filles, ce qu'il avait lui-même essayé de faire avec moi. À chaque mot, le visage de ma mère devenait plus pâle, plus rigide. Quand je finissais, elle tremblait autant que moi. Ma fille, murmurait-elle, me serrant fort. Ma fille, pardonne-moi, j'aurais dû deviner, j'aurais dû me méfier. Dans cette étreinte, je sentais qu'elle me croyait. Et cela faisait toute la différence. Nous partons tout de suite, disait-elle, déterminée. Je vais chercher nos affaires. Ne reste pas seul une minute. Viens avec moi, mon bien. Mais avant que nous puissions quitter la pièce, mon père apparaissait à la porte de la chambre, Théo à ses côtés. Les deux ressemblaient à une version déformée du même être, l'aîné enseignant au plus jeune comment être un monstre. « Où allez-vous si vite ?» demandait mon père, sa voix brouillée. La visite vient à peine de commencer. Ma mère se plaçait devant moi, une lionne protégeant son petit. Nous en avons assez vu. Antoine, tu devrais avoir honte. Je voyais mon père avancer, chancelante, mais déterminé. Je voyais Théo, suivant son exemple, son visage tordu, en un masque de haine enfantine. Et puis, la porte d'entrée s'ouvrait avec un bang, faisant tout le monde se figer sur place. Une silhouette grande et forte entrait dans la pièce, portant l'uniforme bleu, qui inspirait autant de respect que de peur à l'époque. C'était mon oncle, Auguste Thierry, le militaire. La silhouette de mon oncle Auguste remplissait la pièce, comme si l'air même avait été remplacé par sa présence. Grant, aux épaules larges, la peau burinée par le soleil breton, et des yeux qui semblaient voir à travers les gens. Son uniforme militaire impeccablement repassé contrastait avec l'environnement étouffant de cette maison. Joséphine, Marguerite, sa voix résonnait fermement, alors que ses yeux balayaient rapidement la scène devant lui. Ma mère, protectrice devant moi, mon père, et Théo, figés comme des piliers de sel, l'air chargé d'une tension que quiconque avec une goutte de sensibilité pouvait couper avec un couteau. C'était comme si le temps s'arrêtait un instant. Je n'avais jamais vu mon oncle Auguste en personne avant ce jour. Il vivait à Saint-Malo, servait dans les marines, et visitait rarement la famille. Je le connaissais seulement par des photographies, et par les histoires que ma mère racontait sur son frère aîné, qu'il avait aidé à l'élever après la mort de mes grands-parents maternels. À ce moment, il semblait un ange vengeur, tout droit sorti des histoires bibliques, que l'enseignante du dimanche racontait. « Que se passe-t-il ici ?» demandait-il, son regard maintenant fixé sur ma mère. Remarquant son état d'agitation, ma mère, qui, quelques secondes auparavant, semblait une lionne prête à attaquer, s'effondrait soudain, ses épaules tombaient, ses mains commençaient à trembler, et des larmes silencieuses coulaient sur son visage, marqué par les souffrances récentes. « Auguste, Dieu merci, tu es venu. Nous devons partir d'ici maintenant. » Ah, mon père, momentanément déstabilisé par l'arrivée inattendue, retrouvait son audace. L'homme, qui, quelques minutes avant, semblait fragile, et malade, se redressait maintenant, tirant Théo près de lui, comme s'il formait une petite forteresse. « C'est ma maison, militaire. Tu n'as pas le droit d'entrer comme ça. Ma femme et ma fille me rendent visite. C'est une affaire de famille. » Le regard que mon oncle lançait à mon père était comme un éclair coupant le ciel par une nuit d'orage. Il y avait dedans des décennies de méfiance, d'histoires entendues dans les coins, de soupçons jamais confirmés jusqu'à ce moment. « Joséphine, prends tes affaires, nous partons maintenant, » ordonnait-il, sans quitter mon père des yeux. C'est alors que Théo, ce garçon de 10 ans, dont le cœur avait déjà été empoisonné au-delà du salut, décidait de montrer sa loyauté envers l'homme qui l'avait corrompu. « Elles ne peuvent pas partir. Marguerite faisait des choses avec moi. C'est elle qui a commencé, n'est-ce pas, papa ?» L'accusation planait dans l'air une seconde avant que je puisse réagir. « C'est un mensonge. C'était lui et papa qui ont essayé de m'attaquer. » Cria-t-il, ma voix étouffée par des larmes contenues. La tension dans la pièce était si dense que je sentais comme si je ne pouvais pas respirer correctement. Ma grand-mère, Dolores, apparaissait à la porte de la cuisine, confuse par le tumulte, séchant ses mains sur son tablier. « Que se passe-t-il ici ? Ah Auguste, que fais-tu ici ?» Mon oncle ne répondait pas à ma grand-mère. Au lieu de cela, il faisait un pas en avant, ses yeux ne quittant jamais mon père. « Joséphine m'a télégraphié hier, m'a demandé de venir, car elle était inquiète de te rencontrer. Antoine, il semble
qu'elle avait raison d'être préoccupée. Allez, il se tournait alors vers moi. Et, pour la première fois, je remarquai que ses yeux, malgré la dureté du reste de son visage, étaient doux, comme ceux de ma mère. Marguerite, que s'est-il passé ici? Peux-tu me le dire? Je sentais les regards sur moi. Le poids de ce moment, le choix que je devais faire. Si je disais la vérité, j'exposerais non seulement mon père, mais aussi mon frère. Je détruirais ceux qui restaient de notre famille. Si je me taisais, qui sait ce qui pourrait encore arriver? Avec combien d'autres filles? Le courage venait d'un endroit dont je ne savais pas l'existence en moi. Je regardais directement mon oncle et lui racontais tout, sur les mains de mon père là, où elle n'aurait pas dû être, sur les mots de Théo, révélant que cela arrivait avec d'autres filles, sur comment mon propre frère avait essayé d'imiter son père avec moi. En parlant, je voyais le visage de mon oncle Auguste se transformer, le masque de contrôle militaire se brisait, révélant une fureur si profonde, si viscérale, qu'elle me faisait reculer d'un pas. Monstre, murmurait-il, se tournant lentement vers mon père. Monstre dégoûtant. Ralean. Ceux qui suivaient étaient si rapides, que je n'ai que des flashs dans ma mémoire. Mon oncle avançant sur mon père, le son des poings rencontrant la chair, mon père chancelant en arrière, tombant sur la table du salon, Théo criant, essayant de défendre son père, étant repoussé d'une poussée, qui l'envoyait de l'autre côté de la pièce. Ma mère me tirait à l'arrière de la maison, me protégeant du chaos qui avait éclaté. J'entendais ma grand-mère supplier d'arrêter, entendais le bruit des meubles qui se cassaient, du verre qui se brisait. Maman, l'oncle va le tuer, murmurai-je, terrifié par la violence que j'avais déclenchée. Ton oncle sait ce qu'il fait, répondait-elle, sa voix étrangement calme. Maintenant, il ne tuera personne. Il fait juste ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Ah, nous restions dans la cuisine, nos enlacins, écoutant les sons de l'orage dans le salon. Quelques minutes plus tard, qui semblaient des heures, mon oncle apparaissait à la porte. Son uniforme impeccable était maintenant froissé. Il y avait du sang sur la manche et le poignet de sa chemise. Mais ses yeux étaient calmes à nouveau, comme si la fureur avait été complètement exercée. Tout est sous contrôle, disait-il. Prenez vos affaires. Nos Spartans. Et papa, et Théo, demandai-je. Encore tremblante. Un sourire dur apparaissait au coin de la bouche de mon oncle. Ton père est vivant. C'est ce que tu veux savoir, peut être avec quelques os cassés. Moi vivante. Et mon frère. J'hésitais. Il hésitait, comme s'il choisissait ses mots. Ton frère a beaucoup de problèmes devant lui, mais ne t'inquiète pas pour eux maintenant. Ouah. Quand nous revenions au salon, mon père était allongé sur le canapé, son visage méconnaissable sous les bleus, qui commençaient à se former. Du sang coulait de son nez et de sa bouche. Théo était assis par terre, blotti dans un coin, ses yeux grands ouverts de peur. Ma grand-mère était à côté de mon père, nettoyant le sang avec un chiffon humide, murmurant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Personne ne nous arrêtait quand nous prenions nos petites valises et nous dirigions vers la porte avant de partir. Cependant, mon oncle s'arrêtait et se tournait vers mon père. Je te surveillerai, Antoine. Un seul faux pas, une seule plainte, que tu t'approches d'un enfant, et je reviendrai pour finir ce que j'ai commencé aujourd'hui. Comprise. Mon père ne répondait pas, gémissait seulement doucement. Et quant à toi, garçon, continuait mon oncle, s'adressant à Théo, toujours dans le coin. Il est encore temps pour toi de ne pas devenir comme ton père. Réfléchis-y. Yeah. Le voyage de retour à la gare routière se faisait dans un silence lourd. Mon oncle conduisait une Jeep militaire empruntée, ma mère à côté de lui, moi sur le siège arrière, serrant ma valise comme si c'était un bouclier. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, le soulagement d'avoir échappé, la honte pour ceux qui s'étaient passés, l'inquiétude pour ceux qui viendraient ensuite. Ce n'est que lorsque nous atteignions la gare routière, attendant le prochain bus pour Saint-Malo, que mon oncle brisait enfin le silence. Vous ne pouvez pas retourner là, bas, disait-il, regardant directement ma mère. Ce n'est pas sûr. Antoine pourrait vouloir se venger quand il se rétablira. Ou Irons knows. Alors, demandait ma mère, sa voix petite et fatiguée. À Saint-Malo.
Avec moi, j'ai de la place dans l'appartement. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a 2 chambres. Vous prenez la mienne. Je dormirai dans le salon jusqu'à ce que nous trouvions mieux. Haïtien. Et ainsi, au lieu de retourner à Lorient, nous montions dans un bus pour Saint-Malo, laissant derrière non seulement cette petite ville, mais aussi les dernières illusions sur la possibilité d'une réconciliation familiale. Le voyage était long et silencieux. Je regardais par la fenêtre du bus, voyant le paysage sec des Côtes d'Armor se transformer progressivement en vallées plus vertes, qui annonçaient la proximité de la côte. Je sentais que chaque kilomètre nous éloignait non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement de ce cauchemar. Saint-Malo nous accueillait avec sa lumière particulière, réfléchie dans les eaux des nombreux fleuves et de la baie. C'était une grande ville, bruyante, pleine de vie et de possibilités. L'appartement de mon oncle était dans un vieil immeuble dans le quartier Intramuros, près de la base, où il servait. Il était petit, comme il avait averti, mais propre, et organisé, avec une précision militaire. Cette première nuit, après que ma mère s'était enfin endormie, épuisée, dans la chambre empruntée, je restais dans le salon avec mon oncle. Il avait préparé le canapé pour dormir, mais était encore assis à la table de la cuisine, une tasse de café noir à la main, le regard perdu sur le mur. « Oncle » appelai-je doucement, m'approchante. « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir cru. » Il me regardait, comme s'il avait oublié que j'étais là, puis son visage s'adoucissait un peu. « Pas besoin de me remercier, Marguerite, je n'ai fait que ce que tout homme décent ferait. » Je m'asseyais en face de lui, mes mains agitées sur mes genoux. Que va-t-il se passer maintenant, avec mon père et mon frère, je veux dire? Il soupirait, passant la main sur son visage fatigué. Ton père sera dénoncé. J'ai des amis dans la police. Je m'assurerai qu'ils enquêtent sur le cas des autres filles, dont ton frère a parlé. Quant à Théo, il hésitait. C'est un enfant, un enfant, qui a été empoisonné par son propre père. Mais encore un enfant peut être avec la bonne aide. Il peut changer, penses-tu qu'il peut vraiment changer? Après ce qu'il a essayé de faire, mon oncle me regardait un long moment avant de répondre. Yene ça se passe. Marguerite, j'aimerais dire oui, que tout le monde peut être sauvé avec de l'amour et un bon encadrement. Mais la vérité est que certaines graines tombent sur un sol fertile, d'autres sur un sol rocailleux. Seul le temps dira quel genre d'homme deviendra ton frère. Ah, cette conversation restait gravée dans ma mémoire. L'honnêteté de mon oncle, son refus de m'offrir de fausses garanties, était étrangement réconfortante. C'était comme si, après des années à vivre parmi des demi-vérités et des mensonges complets, quelqu'un me traitait enfin comme quelqu'un capable d'affronter la réalité, aussi dure soit-elle. Dans les jours qui suivaient, nous nous adaptions progressivement à la vie à Saint-Malo. Mon oncle aidait ma mère à trouver du travail dans une école publique, et j'étais inscrite dans le lycée d'État à proximité. La vie commençait à prendre une nouvelle routine, une nouvelle normalité. Mais à l'intérieur, j'étais loin d'être normale. Les cauchemars commençaient presque immédiatement. Des rêves vifs, où mon père et Théo me poursuivaient dans des couloirs sombres, où des mains émergeaient des murs pour m'attraper, où je criais pour de l'aide, et personne n'entendait. Je me réveillais en sueur, les cœurs battantes, criant souvent si fort, que je réveillais ma mère et mon oncle. Ils accouraient, allumaient la lumière, m'assuraient que tout allait bien, que j'étais en sécurité. Mais je ne me sentais pas en sécurité, pas du tout. Pendant la journée, je sursautais à tout contact inattendu. À l'école, je ne pouvais pas me concentrer sur les cours. Je sursautais au moindre bruit, regardant constamment par-dessus mon épaule, comme si je m'attendais à voir mon père ou mon frère à tout moment. Et il y avait la honte, une honte profonde, irrationnelle, qui me faisait me sentir sale, même après plusieurs douches, comme si ce qui s'était passé, ou presque passé, avait laissé une marque invisible sur moi, que tout le monde pouvait voir. Ma mère remarquait, bien sûr, une nuit, après un cauchemar particulièrement terrible, elle s'asseyait au bord de mon lit, et prenait mes mains dans les siennes. « Ce n'était pas ta faute, Marguerite, disait-elle, les mots venant avec difficulté. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute, la faute est à eux, uniquement à eux. » Je voulais la croire, vraiment. Mais la graine du doute avait déjà été plantée, et cette graine pousserait dans les années suivantes, se transformant en un arbre d'auto-abaissement,
et d'auto-culpabilisation, qui m'a presque complètement détruite. Mon oncle tenait sa promesse. Un mois après l'incident, nous recevions des nouvelles que mon père avait été arrêté. L'enquête révélait qu'il y avait au moins 5 autres filles en ville, qu'il avait molesté 5 enfants, dont les parents avaient enfin le courage de dénoncer, quand ils apprenaient qu'ils n'étaient pas les seuls. Quant à Théo, il était envoyé vivre avec une tante paternelle à Quimper. Je savais par des lettres occasionnelles de ma grand-mère qu'il s'adaptait et recevait de l'aide. Je voulais croire que cela signifiait qu'il changeait, se remettant de l'influence toxique de notre père. Mais une partie de moi craignait toujours où qu'il soit, il portait ce regard, cette intention. Les mois passaient. J'atteignais 16 ans, puis 17. La vie à Saint-Malo avait ses difficultés, mais aussi ses beautés. Je découvrais la mer, l'immense et effrayant océan Atlantique. Si différent des petits lacs de l'intérieur, je découvrais les festivals maritimes, les foules colorées et bruyantes qui envahissaient les rues. Je découvrais une ville qui, malgré tous ses problèmes, pulsait d'une énergie qui me fascinait. Mais à l'intérieur, l'orage continuait. Les cauchemars, bien que moins fréquents, venaient encore. La méfiance envers tout homme qui s'approchait, la peur du contact, la honte constante, tout cela restait comme une ombre qui suivait fidèlement vos pas, sans jamais vous laisser voir son visage. C'était dans cet état émotionnel fragile que j'entrais dans l'âge adulte. Et c'était dans cet état que j'affrontais les années les plus sombres de mon existence, des années qui me menaient si profondément dans le puits du désespoir, que je doutais si je reverrais jamais la lumière. On dit que les blessures physiques guérissent, mais celles de l'âme peuvent saigner pendant des décennies sans que personne ne le remarque. Je portais mes blessures invisibles dans les rues de Saint-Malo, comme quelqu'un portant une croix trop lourde pour ses épaules. Les dernières années de mon adolescence passaient dans un brouillard de peur et de confusion. Je terminais le lycée à l'insistance de ma mère, qui répétait comme un mantra: l'éducation est la seule chose que personne ne peut te prendre, ma fille. Mais alors, que mes camarades de classe rêvaient d'université et de carrière, je ne pouvais penser qu'à survivre jusqu'au lendemain sans être englouti par l'abîme qui grandissait en moi. À 18 ans, j'obtenais mon premier emploi comme réceptionniste dans un petit salon de coiffure au centre de Saint-Malo. Ça ne payait pas beaucoup, mais c'était assez pour aider avec les dépenses et me donner un peu d'indépendance. Ma mère continuait à enseigner, mon oncle Auguste poursuivait sa carrière militaire, et nous trois avions trouvé un équilibre fragile dans cette vie improvisée. C'était au salon que je découvrais mon affinité avec les cheveux. Je regardais, fasciné, comment les coiffeuses transformaient des femmes ordinaires en reines avec juste une coupe, un brushing, ou une teinture. Dans mes moments libres, je demandais à m'entraîner sur des mannequins, apprenant des techniques, mémorisant des combinaisons de couleurs, maîtrisant l'utilisation de chaque outil. Tu as du talent, petite, disait Madame Célia Lambert, la propriétaire, une femme énergique d'âge moyen, qui teignait ses cheveux d'un rouge impossible. Tu devrais suivre le cours professionnel. Yeah. Et c'est que je faisais. J'économisais chaque sou pendant presque un an jusqu'à ce que je puisse payer le cours technique de coiffure. C'était bon d'avoir quelque chose sur quoi concentrer toute mon énergie, quelque chose qui n'impliquait pas de penser au passé ou de craindre l'avenir. Quand j'avais les ciseaux en main, travaillant sur les cheveux, il n'y avait que l'instant présent, la texture sous mes doigts, le défi de créer quelque chose de beau. Mais quand la porte du salon se fermait à la fin de la journée, quand je rentrais à l'appartement que nous partagions maintenant, juste ma mère et moi, mon oncle ayant été transféré à Paris, l'obscurité revenait, une obscurité que même les lumières de la ville ne pouvaient dissiper. Les cauchemars n'avaient pas cessé, ils étaient maintenant moins fréquents, mais plus intenses. Je me réveillais en criant, mon corps trempé de sueur, ma gorge douloureuse de l'effort de combattre des fantômes que moi seul voyais. Ma mère, épuisée après des années à gérer mes terreurs nocturnes, ne pouvait plus me réconforter comme avant. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un, ma fille, suggérait-elle, ses yeux marqués par des cernes profonds. Un médecin, un psychologue, mais comment expliquer l'inexplicable à un étranger? Comment mettre en mots la sensation d'être sale à l'intérieur, corrompu par quelque chose que je n'avais même pas complètement vécu?
D'ailleurs, à cette époque, au milieu des années 70, chercher de l'aide psychologique portait encore un lourd stigmate. C'était pratiquement admettre que vous étiez fou. Alors, au lieu de chercher de l'aide, je cherchais une évasion, et je la trouvais, initialement, dans les bras d'un homme, qui semblait différent de tous les autres, qui me causait tant de peur. Charles Renaud était un client du salon, où je travaillais, employé de banc, toujours bien habillé, éduqué, avec un sourire, qui semblait illuminer l'environnement. Il était le premier homme, qui ne me causait pas ce sentiment immédiat d'alerte. Ce désir de courir dans la direction opposée, nous commencions à sortir ensemble. Quand j'avais 19 ans. Au début, il était patient avec mes peurs, avec ma réticence à tout contact physique plus intime. Il attendait 3 mois jusqu'à ce que je permette notre premier baiser, si de plus jusqu'à ce que je laisse sa main glisser au-delà de ma taille. Je comprends que tu as besoin de temps, disait-il, caressant mon visage avec une délicatesse qui me faisait croire que peut être, juste peut être. Tous les hommes n'étaient pas comme mon père et mon frère. Notre relation progressait lentement. À 20 ans, je pensais que j'étais enfin prête pour une vraie intimité, que j'avais surmonté mes traumatismes, que je pouvais être une femme normale avec des désirs normaux. J'avais torch. La première fois que nous essayions de faire l'amour, je me figeais complètement. Mon corps devenait rigide comme de la pierre. Des larmes inondaient mes yeux, et je commençais à trembler de manière incontrôlable. Charles s'arrêtait immédiatement, confus et préoccupé. Marguerite, qu'est-ce qui ne va pas? T'ai-je fait mal? Je ne pouvais pas répondre. Comment expliquer que ce n'était pas lui, mais les fantômes de mon passé, qui me terrorisaient? Comment parler de mon père, de Théo, sans qu'il me regarde avec dégoût? Oh père, avec pitié, je trouvais des excuses, disais que j'étais nerveuse, que c'était ma première fois, que j'avais besoin de plus de temps. Il acceptait, compréhensif comme toujours. Mais après cet épisode, quelque chose changeait entre nous. Une distance s'installait, imperceptible au début, mais grandissant chaque jour. 2 mois plus tard, il mettait fin à notre relation. Ce n'est juste ni pour toi, ni pour moi, expliquait-il, évitant mon regard. Tu n'es clairement pas prête pour une relation. Et moi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. C'était comme si un poignard était enfoncé dans ma poitrine. Le rejet ramenait à la surface toutes mes pires peurs, que j'étais irréparablement brisée, que je ne serais jamais aimée. Qu'est-ce que mon père et Théo avaient fait, ou essayaient de faire, m'avait marqué pour toujours d'une sorte de malédiction invisible. Dans les mois qui suivaient, je sombrais dans une dépression profonde. J'allais au travail mécaniquement, rentrais à la maison, m'enfermais dans ma chambre, mangeais à peine, dormais à peine. Quand je parvenais à m'endormir, les cauchemars étaient si violents que je me réveillais en criant, mes ongles enfoncés dans mes propres paumes, avec une telle force qu'ils laissaient des marques pendant des jours. Ma mère, désespérée, ne savait plus quoi faire. Elle appelait même mon oncle à Paris, suppliant de l'aide. Il suggérait de m'emmener dans un hôpital militaire, où il avait des contacts, où il pourrait m'aider. Mais je refusais véhémentement. La peur d'être internée, d'être étiquetée comme folle, était plus grande que le désir de me débarrasser de cette douleur. C'est à ce moment, au fond du puits, que je trouvais une autre forme d'évasion. L'alcool. Ça commençait innocemment, avec un verre de vin pour m'aider à dormir. Bientôt ça progressait vers une bouteille entière, puis vers des boissons plus fortes, whisky, rhum, tout ce qui était disponible, et assez bon marché pour mon salaire. De plus en plus compromis par ma nouvelle dépendance. Boire ne résolvait pas les problèmes, mais les brouillait assez pour que je puisse fonctionner. C'était comme mettre un pansement sur une plaie infectée. Ça ne guérissait pas, ça cachait juste le problème, qui continuait à pourrir en dessous. À 21 ans, je perdais mon emploi au salon. J'arrivais en retard 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me présentais ivre un mardi matin. Madame Celia, qui avait été si bonne pour moi, m'appelait dans le petit bureau à l'arrière du salon. Marguerite, tu sais que je t'aime comme une fille, disait-elle, la voix étouffée, mais je ne peux plus permettre ça. Tu as besoin d'aide, pas d'un emploi. You damn. Je partais de là, dévastée, mais pas surprise. Une partie de moi savait que j'étais dans une spirale descendante, que chaque jour était pire que le précédent, que je me détruisais lentement et méthodiquement, dans les années
qui suivaient. J'enchaînais un petit boulot après l'autre. Je travaillais comme femme de ménage, comme vendeuse ambulante, comme aide de cuisine. Rien ne durait plus de quelques mois. L'alcool gagnait toujours, me tirait toujours dans l'abîme. Ma mère, qui avait été mon refuge sûr pendant si longtemps, commençait à dépérir sous mes yeux. Le stress de me voir dans cet état, l'impuissance de ne pas pouvoir m'aider, minait sa santé. À 23 ans, elle subissait un AVC, qui la laissait partiellement paralysée du côté gauche. Soudain, les rôles s'inversaient. Maintenant c'était moi, qui devais m'occuper d'elle. J'essayais, je le jure. Pendant quelques semaines, j'y restais sobre, prenais des responsabilités, faisais de mon mieux. Mais la pression était trop grande, la culpabilité écrasante. Et bientôt, je retournais à l'alcool. Une voisine gentille, Madame Eunice Jacquet, commençait à aider avec ma mère. Quand elle réalisait que je n'étais pas en état de le faire, elle venait le matin, lui donnait un bain, préparait à manger, restait jusqu'à ce que je rentre du travail. Quand j'avais du travail, ta mère ne mérite pas ça, mon enfant, me disait-elle un après-midi, quand elle me trouvait titubant dans le couloir de l'appartement. Et toi non plus, tu es jeune, belle. Tu as toute une vie devant toi. Je riais à son visage. Toute une vie devant moi. Quel genre de vie? Une où chaque ombre me rappelait mon père, où chaque homme, qui croisait mon chemin, me faisait penser à Théo, où le simple fait d'exister était une torture quotidienne. C'était à l'aube, après avoir perdu encore un autre emploi, et bu jusqu'à perdre connaissance, que je touchais le fond. Je me réveillais sur le sol de la salle de bain, entouré de mon propre vomi, ne me souvenant pas comment j'étais arrivé là. Le miroir brisé au-dessus de l'évier voyait une étrangère, cheveux emmêlés, yeux enfoncés, peau jaunâtre, lèvres gercées, une femme de 25 ans, qui semblait en avoir 45. Ce matin-là, dans une clarté, qui ne vient que quand il n'y a plus rien à perdre, je prenais une décision. Je ne voulais plus vivre comme ça. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je montais sur le toit de notre immeuble, un bâtiment de 8 étages au centre de Saint-Malo. Il était tôt, le soleil venait à peine de se lever, et la ville commençait à s'éveiller en dessous de moi. Le bruit des premiers bus, des magasins qui ouvraient, de la vie qui continuait implacablement sans se soucier de ma douleur. Je m'approchais du bord, sentant le vent frais du matin sur mon visage. Je n'avais pas peur. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas de peur, juste une sorte de paix résignée, une fin à la souffrance. J'étais prête à faire le dernier pas, quand une voix derrière moi me faisait me figer. « Mademoiselle, ne faites pas ça ». Je me tournai lentement. C'était le concierge de l'immeuble, Monsieur Manuel Dupont, un vieux monsieur, avec des mains cailleuses du travail dur, et des yeux gentils, qui avait vu plus de la vie que je ne verrai jamais. « Partez, Monsieur Manuel », disais-je, ma voix étouffée, « laissez-moi en paix, je ne peux pas faire ça. » « Mon enfant, » répondait-il, faisant un pas prudent dans ma direction. « Tout problème a une solution. Seule la mort n'en a pas. La mort n'a pas de retour. Certains problèmes n'ont pas de solution. » Rétorquai-je amèrement. Certains fantômes ne partent jamais. Volaille, acquiesçait-il. À ma surprise, certains fantômes restent, mais nous apprenons à vivre avec eux, à faire la paix avec eux. Quelque chose dans la simplicité de sa réponse me frappait. Ce n'était pas une platitude, une phrase vide, c'était la vérité brute de quelqu'un, qui portait aussi son propre fantôme. « Comment » demandai-je, des larmes coulant maintenant librement. « Comment fait-on ça ?» Un jour à la fois, avec de l'aide, il tendait sa main cailleuse vers moi. « Viens, descendons. » Madame Eunice m'a parlé d'un endroit, qui peut t'aider, un groupe de personnes, qui ont traversé ce que tu traverses. Ah, à ce moment, suspendu entre la vie et la mort, quelque chose en moi se brisait, mais ce n'était pas comme les cassures précédentes, qui ne faisaient que me rendre plus faible. C'était comme si une coquille dure s'était fissurée, permettant à quelque chose de nouveau d'émerger. Je descendais du toit avec Monsieur Manuel. Et cet après-midi-là, Loï et Madame Eunice m'emmenaient à ma première réunion des alcooliques anonymes. Je ne dirai pas que c'était facile. Les premiers jours de sobriété étaient un enfer. Mon corps, habitué à l'alcool, se rebellait violemment. Tremblements, sueur froide, nausées constantes, hallucinations, qui faisaient paraître les cauchemars comme un jeu d'enfant. Mais, pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seul dans ma lutte. J'avais le groupe,
des Rens, qui comprenait exactement ce que je traversais, parce qu'il l'avait vécu, Yavais Madame Aonitz, qui s'occupait de ma mère pendant que je me remettais. J'avais Monsieur Manuel, qui apparaissait tous les jours, pour vérifier si j'allais bien, apportant du pain frais de la boulangerie, et des mots simples d'encouragement. Lentement, jour après jour, je commençais à reconstruire ma vie. D'abord, je récupérais ma santé physique. Puis je trouvais un emploi comme assistante dans un petit salon de coiffure dans le quartier intramuros. Ce n'était pas l'emploi de rêve, mais il était honnête, et me permettait d'utiliser mes compétences avec les cheveux, que, étonnamment, je n'avais pas complètement perdu, malgré des années de négligence. La partie la plus difficile, cependant, était d'affronter les fantômes, qui me tourmentaient, en sobriété, sans le bouclier nébuleux de l'alcool, les souvenirs de mon père, de mon frère, de ces qui s'étaient presque passés dans cette maison, revenaient en force. Je passais des nuits entières éveillée, tremblante, non pas à cause du manque d'alcool, mais de la peur, qui semblait imprégnée dans chaque cellule de mon corps. C'était Marie-Hélène Bisset, ma marraine aux AA, qui suggérait de chercher une aide professionnelle. Tu ne te bats pas seulement contre l'alcool, Margaret, disait-elle, lors d'une de nos réunions. Tu te bats contre des traumatismes, qui doivent être traités par quelqu'un, qui comprend ces choses. Anne, à contre-cœur, j'acceptais enfin de consulter une psychologue, qui recevait à des prix populaires dans une clinique maintenue par l'Église. Docteur, Cécile Garnier avait environ 40 ans, portait de grandes lunettes, qui amplifiaient ses yeux doux, et avait une incroyable capacité à écouter sans juger. Dans les premières séances, je pouvais à peine parler, les mots restaient coincés dans ma gorge, comme si, en les prononçant, je rendais tout réel à nouveau. Docteur. Cécile attendait patiemment, sans presser, créant juste un espace sûr, où, finalement, mon histoire pouvait émerger, et elle émergeait, en fragments, en chuchotements, en cris, en larmes. L'enfance marquée par une rivalité alimentée par mon père, la séparation douloureuse, les retrouvailles fatales, les mains de mon père là, où elles n'auraient pas dû être, les mots de mon frère, révélant un horreur plus grand, que je ne pouvais imaginer, et puis, la spirale d'autodestruction, qui avait presque coûté ma vie. Ce que tu as vécu était terrible, Marguerite, disait docteur Cécile, quand je parvenais enfin à tout raconter. Mais le fait que tu sois ici, racontant cette histoire, montre déjà ta force extraordinaire. Tu es une survivante. Ay, survivante. Le mot résonnait en moi comme une cloche. Je ne m'étais jamais vue ainsi. Je me voyais comme une victime, comme un échec, comme quelqu'un irréparablement brisé, mais survivante. Cela impliquait de la force, de la résilience, des qualités que je ne croyais pas posséder. Je ne me sens pas forte, confessai-je. Je me sens endommagée pour toujours. Les deux choses peuvent être vraies en même temps, répondait-elle, avec une sagesse, que maintenant, à 68 ans, ye comprens pleinement. Tu peux porter des cicatrices profondes, et être encore forte. En fait, c'est souvent précisément à cause de ces cicatrices, que nous développons notre plus grande force. Aïe! Les années qui suivaient étaient d'une thérapie intense, de participation régulière aux réunions des AA, de petits pas vers une vie, qui n'était pas définie seulement par la douleur du passé. Ce n'était pas un chemin linéaire. Il y avait des rechutes, des moments de désespoir si profonds, que le toit m'appelait à nouveau. Mais chaque fois que je tombais, je me relevais un peu plus vite, un peu plus forte. Je recevais des nouvelles de mon père, et de mon frère pour la première fois depuis des années, mon oncle, Auguste, qui maintenait le contact avec des connaissances dans notre ville natale, m'écrivait, disant que mon père était mort en prison, d'une cirrhose du foie, comme on pouvait s'y attendre. Quant à Théo, il s'était engagé dans l'armée dès qu'il avait 18 ans, et servait quelque part dans l'est de la France. La nouvelle de la mort de mon père me frappait d'une manière inattendue. Je ne ressentais ni joie, ni soulagement, pas même de la tristesse. Je ne ressentais rien, comme s'il était mort pour moi depuis longtemps. Quant à Théo, une pointe d'inquiétude me traversait. Avait-il changé, ou transportait-il ses démons dans de nouveaux lieux, de nouvelles victimes? Je décidai que je ne pouvais pas porter cette inquiétude aussi. J'avais appris aux réunions des AA qu'il y a des choses hors de notre contrôle, que nous devons accepter notre impuissance face à elles. Théo et l'homme
qu'il deviendrait, était hors de ma portée. Je décidai de le laisser aller, de me concentrer sur ma propre guérison, sur la construction d'une vie, qui ne serait pas définie par les ombres du passé. À 27 ans, je sentais que j'étais prête pour un nouveau départ. Saint-Malo portait trop de souvenirs douloureux. Ma mère, bien que partiellement remise de son AVC, n'était plus jamais la même. Elle avait pris sa retraite pour invalidité, passait ses journées à la maison, de plus en plus dépendante de moi et de Madame Eunice Jacquet. C'est alors que je recevais une invitation inattendue. Johanna Lefebvre, une cliente régulière du salon où je travaillais, déménageait à Auray et avait besoin de quelqu'un pour reprendre son petit salon de coiffure dans le quartier Sainte-Anne. Tu as du talent, Marguerite, disait-elle, et tu as besoin d'un nouveau départ. Auray est une ville vibrante, pleine de vie. Ce serait parfait pour toi. L'idée de déménager dans une autre ville, de repartir de zéro, était à la fois terrifiante et incroyablement attirante. Mais il y avait ma mère. Comment pouvais-je la laisser? C'était elle-même qui résolvait ce dilemme. Va, ma fille, disait-elle, un après-midi, alors que nous discutions de la possibilité. Tu as déjà sacrifié trop de ta vie pour moi. Maintenant, il est temps de vivre pour toi. Mais toi, qui prendras soin de toi? Elle souriait. Ce sourire, qui, malgré toutes les épreuves, n'avait jamais perdu sa douceur. Madame Eunice a déjà dit que je peux aller vivre avec elle. Si tu pars, son appartement est plus grand, a une petite chambre de bonne, qu'elle n'utilise pas, et je serai bien. Je m'inquiéterai pour toi, mais je serai bien. Hana, avec la bénédiction de ma mère et le soutien de mes amis des AA, je faisais mes valises et partais pour Auray un matin de juin. J'y portais speo, quelques vêtements, mes outils de travail, des photographies de ma mère, et quelque chose que je n'avais pas quand j'étais arrivé à Saint-Malo 12 ans auparavant. De l'espoir, je ne le savais pas encore, mais ce voyage en bus le long de la côte bretonne n'était pas seulement un changement de ville, c'était le début d'une nouvelle vie, une vie où j'apprendrais non seulement à survivre, mais à m'épanouir, où je connaîtrais le véritable amour, formerais une famille, et trouverais un but plus grand, qui transformerait toute la souffrance passée en quelque chose de significatif. Auray m'accueillait avec des bras ouverts, et une brise chaude. Je me souviens du bus, traversant le pont sur le Loc. Le soleil levant, teintant le ciel d'orange, et de rose, se reflétant sur les eaux, comme si Dieu lui-même avait renversé de la peinture sur le monde. C'était à cet instant, le visage pressé contre la vitre comme celui d'un enfant, que je sentais quelque chose s'éveiller en moi. Une sensation presque oubliée d'émerveillement, de possibilité. Le petit salon de Johanna était dans une rue pavée du quartier Sainte-Anne, un quartier magnifique d'Auray, qui pulsait de vie et de couleurs. C'était un espace modeste, 3 chaises, 2 lavabos, des miroirs un peu tachés par le temps. Mais propras, et bien entretenus. Un comptoir en bois servait de réception. Et à l'arrière, il y avait une petite cuisine improvisée avec une cafetière, un micro-ondes, et un réfrigérateur miniature pour les rafraîchissements offerts aux clientes. Salon Marguerite. Je baptisais l'endroit, peignant le nom sur la façade, avec des lettres bleues. Aides blanches. Cela semblait approprié, non seulement parce que les marguerites me rappelaient mon nom, mais parce que les marguerites sont des fleurs résistantes, qui poussent même dans un sol pauvre, qui reviennent année après année, indifférentes au mauvais temps. Les premiers mois étaient difficiles, clientèle rare, argent serré, nuit solitaire dans la petite chambre, que je louais à l'arrière d'une pension à 2 pâtés de maison du salon. Mais il y avait une différence fondamentale. J'étais sobre. Chaque matin, je me réveillais avec un esprit clair, prête à affronter la journée, peu importe à quel point elle pouvait être difficile. Je trouvais un groupe AA à Auray, et allais aux réunions religieusement 3 fois par semaine. C'est là que je rencontrais Mademoiselle Rita, une dame de presque 70 ans, cheveux complètement blancs, et un sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Sobre depuis plus de 30 ans, elle devenait ma marraine, ma confidente, une sorte de grand-mère que je n'avais jamais eue. Le secret, mon enfant, est de transformer la douleur en but, me disait-elle, alors que nous prenions un café sur la petite place après les réunions. Si tu ne ressens que la douleur, elle te détruit. Mais si tu l'utilises pour aider les autres, elle devient ta plus grande force. Arline, ces mots tombaient sur un sol fertile en moi.
Je commençais à voir mon passé, non seulement comme une tragédie personnelle, mais comme une expérience, qui me donnait une compréhension unique de la douleur humaine. Au salon, cela se traduisait par une sensibilité particulière avec mes clientes. Ce n'était pas seulement des cheveux que je coupais, c'était l'estime de soi que je reconstruisais. Je remarquais les signes subtils. La femme qui ne pouvait pas se regarder dans le miroir, celle qui sursautait au moindre contact, celle qui utilisait un maquillage trop lourd pour cacher des marques suspectes, sans envahir les intimités. J'offrais un espace sûr, une conversation sans jugement, parfois juste un silence accueillant. Le bouche à oreille commençait à attirer plus de clientes. Va au salon Marguerite. Elle a des mains magiques, disait-elle. Ce n'était pas seulement mes compétences techniques qu'elle louait, mais quelque chose de plus intangible, la capacité à les faire se sentir vus, respectés, renouvelés. Avec le salon établi et une clientèle fidèle, ma vie prenait un autre tournant inattendu. Un après-midi pluvieux, un homme entrait au salon, grand, aux épaules larges, cheveux commençant à s'éclaircir aux tempes, grandes mains d'ouvrier portant une boîte à outils, et une expression de quelqu'un qui préférait être n'importe où ailleurs. Bonjour, disait-il, visiblement mal à l'aise. Mademoiselle Marguerite, on m'a appelé pour réparer la douche du lavabo. C'était Joseph Sanders, coiffeur pour hommes, et électricien à temps partiel. Veuf depuis 3 ans, père de 2 enfants adultes, un homme simple des Côtes d'Armor avec un accent lourd, et des yeux qui semblaient porter le poids du monde. Normalement, la présence d'un homme inconnu au salon me laisserait tendu, alerte, mais il y avait quelque chose chez Joseph. Peut être la manière respectueuse dont il gardait ses distances, peut être la façon presque timide de parler, qui ne déclenchait pas mes alarmes habituelles. Il réparait la douche en moins d'1 heure, refusait le café que je lui offrais, facturait un prix juste, et partait avec un hochement de tête. Je pensais que je ne le reverrais jamais. 1 semaine plus tard, il revenait, pas pour réparer quelque chose, mais comme client. J'ai besoin d'une coupe, expliquait-il, passant la main dans les cheveux grisonnants sur les côtés. Mon fils se marie le mois prochain. Je dois être présentable. En lui coupant les cheveux, nous parlions, ou plutôt, il parlait, et j'écoutais, fasciné par son histoire. Né dans les Côtes d'Armor, il avait appris le métier de coiffeur de son père. S'était marié jeune avec son amour d'enfance, avait 2 enfants, vivait une vie simple, mais heureuse, jusqu'à ce que le cancer prenne sa femme en seulement 6 mois. 3 ans ont passé, et je lui parle encore avant de dormir, confessait-il, ses yeux fixés sur son propre reflet dans le miroir. Les Hands disent que le temps guérit, mais je pense que nous apprenons juste à vivre avec les trous qui restent dans nos vies. Cette phrase restait avec moi pendant des jours. C'était exactement ce que je ressentais à propos de mes propres traumatismes, pas guéris, mais transformés en espaces avec lesquels j'avais appris à vivre. Après cette coupe, Joseph commençait à apparaître régulièrement au salon, parfois pour de petites réparations, parfois comme client, parfois juste pour apporter du pain de la boulangerie, où il achetait son petit déjeuner. Nous développions une amitié prudente, respectueuse, basée sur une compréhension mutuelle de la douleur, que seuls ceux qui ont affronté le pire peuvent avoir. 6 mois après notre première rencontre, il m'invitait à être sa compagne au mariage de son fils. J'acceptais, nerveuse comme une adolescente, ne sachant pas exactement ce que cela signifiait. Le mariage avait lieu dans une petite église au parc de Kerfons, suivi d'une célébration simple dans une salle paroissiale, décorée de fleurs en papier et de lumière colorée. C'était la première fois que je voyais Joseph sourire vraiment, un sourire qui commençait dans ses yeux et illuminait tout son visage, quand il regardait son fils, John Sanders, et sa nouvelle belle-fille, Louise Jolie, danser leur première valse en tant que couple marié. Merci d'être venu avec moi, disait-il, quand il me ramenait à la maison à la fin de la nuit. C'était bien de ne pas être seul aujourd'hui. C'était bien pour moi aussi, répondais-je, me surprenant par la sincérité de ses mots. Notre relation progressait à un rythme glacial selon les normes de quiconque. Joseph ne pressait jamais, ne demandait jamais, ne franchissait jamais les frontières invisibles que j'établissais. Quand je lui racontais, après presque 1 an de rendez-vous chaste, mon passé avec l'alcoolisme, il prenait simplement ma main entre les siennes et disait
Chaque jour sobre est une victoire. Marguerite, je suis fière de chacune d'elles. Il me fallait 2 ans de plus pour lui parler de mon père, de Théo, de l'horreur qui s'était presque passée dans cette maison lointaine. C'était une nuit du 14 juillet. Nous étions assis sur la véranda de la petite maison que Joseph avait dans le quartier Saint-Goustan, regardant les feux d'artifice exploser au-dessus du loch. Soudain, un craquement particulièrement fort me faisait sursauter de la chaise, tremblant de manière incontrôlable. Joseph ne demandait rien, me serrait juste dans ses bras jusqu'à ce que le tremblement passe, et puis, comme un barrage qui cède enfin sous une pression excessive, les mots commençaient à couler. Je lui racontais tout, chaque détail sordide, chaque cauchemar, chaque cicatrice invisible que je portais. Quand je finissais, épuisé et vulnérable, je m'attendais à voir dans ses yeux ce que j'avais toujours craint: dégoût, pitié, jugement. Au lieu de cela, je voyais seulement de l'amour, un amour si pur, si inconditionnel, qu'il me faisait pleurer à nouveau. Rien de tout cela ne change ce que je ressens pour toi, disait-il, simplement. Ça ne fait que me faire admirer encore plus la femme incroyable que tu es devenue. Malgré tout, nous nous marions en janvier, dans une cérémonie intime sur l'île aux Moines. Avec peu d'invités, ma mère venait de Saint-Malo, amenée par Madame Eunice, qui, malgré son âge avancé, insistait pour l'accompagner. Mon oncle Auguste ne pouvait pas venir, mais envoyait un télégramme et un cadeau, un ensemble de bagues en or, que je découvrais plus tard être les mêmes qui avaient appartenu à mes grands-parents maternels, les enfants de Joseph, Jean et Pierre Sanders, m'accueillaient à bras ouverts dans la famille. Surtout, Jean, dont le mariage avait été ma première sortie avec Joseph, et qui attendait maintenant son premier enfant avec sa femme, Louise Jolie. Notre début de vie conjugale était une période d'adaptation. Joseph avait son salon de coiffure pour hommes, depuis des décennies au même endroit. Près du quartier historique, j'avais mon salon dans le quartier Sainte-Anne. Nous décidions de garder les 2 entreprises, vivant dans sa maison dans le quartier Saint-Goustan, qui était à peu près à mi-chemin entre les 2 établissements. L'intimité physique était un autre défi. Malgré toute la thérapie, tout le chemin parcouru, les fantômes apparaissaient encore aux moments les plus inattendus. Joseph, avec sa patience infinie, ne se plaignait jamais, ne me faisait jamais sentir inadéquate. Nous avancions au rythme que je pouvais supporter, reculions quand nécessaire, toujours avec respect, toujours avec amour. Nous avons tout le temps du monde, disait-il. Et en effet, nous l'avions. En septembre, Jean et Louise avaient leur premier enfant, un garçon fort et en bonne santé, qu'ils appelaient Michel. Devenir une grand-mère de substitution à 33 ans était l'une des plus grandes joies de ma vie. Tenir ce bébé dans mes bras, sentir son odeur de talc, entendre son petit cri exigeant, éveillait en moi un sentiment que je n'imaginais jamais ressentir. Je veux avoir un enfant, disais-je à Joseph une nuit, après être revenu de la maternité. Notre enfant. Il me regardait. Surprise, nous en avions parlé auparavant, et j'avais toujours été clair que je ne me sentais pas capable d'être mère, que je portais trop de traumatismes pour risquer de les transmettre à un enfant innocent. Esto sure, Marguerite, ça n'a pas à être maintenant. Nous pouvons attendre plus longtemps, mieux réfléchir. Je suis sûre, répondais-je, une conviction profonde s'emparant de moi. Je ne veux plus que la peur continue de décider de ma vie. Je veux élever un enfant avec amour, montrer que l'histoire peut être différente, que le cycle peut être brisé. En août, notre fille, Lucy, nice sight, après un accouchement difficile, mais sans complications, quand la sage-femme l'a placée dans mes bras, petite et parfaite, avec un duvet sombre couvrant sa petite tête, je sentais comme si un cercle s'était fermé, comme si toutes les douleurs, toutes les horreurs que j'avais vécues avaient été, d'une manière mystérieuse, le chemin nécessaire pour me mener à ce moment, à cette vie qui avait grandi en moi, à cet amour qui transcendait tout ce que j'avais jamais expérimenté. Lucie était une enfant calme, avec des sourires faciles et une curiosité insatiable. Elle grandissait entre le salon et le salon de coiffure pour hommes, entourée d'adultes qui l'adoraient, apprenant dès son plus jeune âge la valeur du travail honnête et de l'affection sincère. Joseph était un père dévoué, présent à chaque moment, des premiers mots aux premières déceptions amoureuses à l'adolescence.
En 1995, nous élargissions les entreprises. Nous unissions le salon et le salon de coiffure pour hommes dans un seul espace, plus grand, créant Sanders et Marguerite, l'un des premiers salons unisexes à Auray. Nous embauchions des employés, investissions dans des équipements modernes, créions une clientèle fidèle, qui s'étendait sur plusieurs générations. Grand-mère, mère, Edfils, grand-père, père, Edfils. La vie suivait son cours, avec ses joies et ses défis quotidiens. Ma mère, maintenant âgée, et plus fragile, venait vivre avec nous. Après la mort de Madame Eunice, c'était une période de reconnexion profonde entre nous, de guérison des vieilles blessures, de construction de nouveaux souvenirs, qui n'étaient pas tachés par le passé. Tu m'as sauvée, ma fille, me disait-elle un après-midi, alors que je peignais ses cheveux complètement blancs, quand nous n'étions que toutes les deux, quand nous étions seuls à Saint-Malo, quand tu étais au plus bas, je pensais que j'avais complètement échoué comme mère. Te voir maintenant, forte, épanouie, me donne la paix de partir. Quand ce sera mon heure, elle s'éteignait paisiblement, dormant dans sa chambre dans notre maison, avec un léger sourire sur les lèvres. La douleur de la perte était profonde, mais pas dévastatrice. Il y avait de la gratitude pour avoir eu le temps de reconstruire notre relation, pour qu'elle ait rencontré sa petite fille, pour qu'elle soit partie en sachant que j'allais bien. Les années 2000 apportaient de nouveaux chapitres. Lucy, grande et déterminée, décidait d'étudier la psychologie, inspirée, selon elle, par l'histoire qu'elle avait entendue sur la manière dont la thérapie avait été fondamentale dans ma guérison. Je veux aider les gens qui ont traversé des traumatismes. Maman, me disait-elle, lorsqu'elle était acceptée au programme de psychologie de l'École supérieure d'art et de design d'Auray, je veux faire pour les autres ce que docteur Cécile a fait pour toi. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer en entendant ces mots. La fille que j'avais mise au monde n'avait pas seulement échappé à l'ombre de mes traumatismes. Elle transformait cette histoire en carburant pour aider les autres. Elle était la preuve vivante que les cycles peuvent être brisés, que la souffrance peut être transmuée en compassion. Joseph et moi, entrant déjà dans l'âge mûr, commencions à penser à ralentir. Nous passions plus de responsabilités à des employés de confiance, prenions nos premiers week-ends complets de congés, faisions notre premier vrai voyage, à Saint-Brieuc, où Joseph avait toujours rêvé de voir le quartier historique, à 58 Ends. Je prenais officiellement ma retraite du salon, bien que j'apparaissais encore parfois une semaine pour m'occuper de vieilles clientes, qui refusaient de laisser leurs cheveux être touchés par d'autres mains. Joseph continuait à travailler pendant 2 ans de plus, jusqu'à ce que l'arthrite dans ses mains rende impossible la manipulation des ciseaux et des rasoirs avec la précision nécessaire. Notre vie entrait dans un rythme plus tranquille, plus contemplatif. Les matins sur la véranda à regarder le quartier, les après-midi à s'occuper du petit jardin que nous cultivions dans la cour arrière de la maison, les soirées à regarder des émissions télévisées, main dans la main, sur le canapé. Un bonheur simple, construit sur des fondations solides de respect mutuel et de compréhension profonde. À l'apogée de la pandémie, qui isolait le monde, Joseph était diagnostiqué avec un grave problème cardiaque. Il devait subir une chirurgie compliquée, suivie de mois de récupération. C'était des temps d'anxiété et de peur, mais aussi de profonde gratitude pour chaque jour supplémentaire que nous avions ensemble. J'ai failli te perdre, murmurai-je une nuit, allongé à côté de lui, écoutant sa respiration, maintenant plus régulière, plus forte. Mais tu ne m'as pas perdu, répondait-il, serrant ma main. Nous avons encore une histoire à écrire, Marguerite, et nous continuons à écrire. Joseph se rétablissait complètement, à la surprise des médecins, qui considéraient son cas trop délicat pour une récupération totale. Lucy, maintenant diplômée, et avec son propre cabinet, nous présentait la nouvelle que nous serions grands-parents. Elle et son mari, Frank Perrault, attendaient leur premier enfant. Marie-Hélène naissait, une fille aux yeux curieux et aux cheveux clairs, qui ne ressemble à personne dans la famille. Quand je la tenais pour la première fois, je pensais à la fille que j'avais été, à la terreur que j'avais vécue, à l'abîme qui m'avait presque englouti. Et puis je regardais ce petit visage parfait, cette vie qui commençait sans le poids des traumatismes ancestraux, et Dieu savait, avec une certitude absolue,
que toute la souffrance en valait la peine, si le résultat final était ce moment. Cette famille, cet amour, aujourd'hui, à 68 ans, je regarde en arrière, et vois une vie, qui, malgré tous les horreurs du début, s'est transformée en quelque chose de beau. Je suis une coiffeuse à la retraite, épouse d'un barbier à la retraite, mère d'une psychologue brillante, grand-mère d'une fille enchanteresse. Je vis dans une maison simple, mais confortable à Vannes, où le bruit des touristes embellit mes nuits, et l'odeur des pralines des confiseries entre par la fenêtre les après-midi de dimanche. Joseph, à 75 ans, continue d'être mon refuge sûr, mon meilleur ami, mon compagnon de vie. Ensemble, nous avons appris que le véritable amour n'est pas seulement dans les moments de joie, mais dans le fait de se tenir la main dans les moments d'obscurité, de respecter les cicatrices, d'avoir de la patience avec les cauchemars occasionnels, de célébrer chaque petite victoire comme si c'était la plus grande réalisation du monde. Mes chers, qui m'avaient accompagné jusqu'à ce point dans cette histoire, c'est difficile, si douloureuse, mais aussi si pleine d'espoir et de rédemption. Merci beaucoup d'avoir écouté cette mamie partager son voyage. Si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous demande de laisser votre pouce en l'air, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que, peu importe à quel point l'obscurité est profonde, il y a toujours une possibilité pour la lumière. Car, s'il y a une chose que j'ai apprise en toutes ces années, c'est que nos histoires ont du pouvoir. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de connecter, le pouvoir de montrer que personne n'est seul dans sa douleur ou dans sa lutte. Et quand nous partageons ces histoires, quand nous permettons à nos cicatrices de devenir des ponts plutôt que des murs, nous créons un monde un peu meilleur, un peu plus compatissant, un peu plus humain. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pleuré et souri avec moi, d'avoir marché à mes côtés dans ce voyage de souvenirs. Que Dieu bénisse chacun de vous, et que vos propres histoires, peu importe à quel point elles semblent difficiles maintenant, trouvent aussi une fin heureuse, tout comme la mienne.